Le matin, on avait nos offres de prêt. Le lendemain, à la banque, nous rappelle pour tout annuler. Pas à cause de nos finances, mais à cause du mot Love Room. Ça faisait à peu près 6 mois qu'on cherchait une maison autour de chez nous en Sologne pour faire des petits gîtes, très cocooning pour 2 personnes, en plus de notre grand gîte dans lequel on est. On a visité pas mal de maisons et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Puis on est tombé sur une vraie petite opportunité, 2 maisons à vendre, mais ensemble. Ces 2 maisons appartenaient à 2 sœurs. Il y avait des servitudes entre les deux et ça en faisait un lot, mais un lot tout à fait atypique qui convient pas à tout le monde, avec un sujet de division cadastrale à gérer, un peu complexe, et les 2 sœurs ne voulaient pas s'en occuper. Elle vendait les 2 maisons, sinon rien. Alors en visitant, on s'est tout de suite projeté et on a tout de suite compris ce qu'on pouvait faire. On pouvait en vendre une et en garder une autre pour faire 1, 2, voire 3 Love Rooms. Donc on va voir notre banque et notre comptable comme 2 petits entrepreneurs aguerris. Pour la banque, je ne vais pas citer de nom, mais c'est notre banque qui est à côté de chez nous, c'est notre banque locale. Chez eux, on a déjà 2 entreprises, on a notre agence de marketing digital et on a notre grand gîte qui tourne très bien. On joue la transparence, on leur explique tout, le concept, la stratégie, la rentabilité, les travaux. Et à côté de ça, on va voir aussi notre comptable qui connaît aussi parfaitement notre patrimoine et nos entreprises. En plus, on espère que on va pouvoir faire plusieurs Love Rooms. On est ambitieux et que celle-ci c'est la première d'une longue série. Et si ça se passe bien, oui, effectivement, on voudrait multiplier et avoir plusieurs petits gîtes. Et pour ça, il faut structurer l'avenir. Donc, on lui pose une question toute simple. Sous quelle forme juridique acheter les maisons et dans quel cadre exploiter les Love Rooms? Alors, comme on ne va pas percevoir des loyers classiques, mais générer des revenus issus d'une activité commerciale, la location courte durée, mais avec des prestations de services, il nous conseille tout de suite la SAS plutôt que la SCI. Alors, pourquoi? Parce qu'une SCI, c'est adapté à la gestion patrimoniale classique, alors qu'une SAS est bien plus adaptée à une activité commerciale avec un chiffre d'affaires pour employer des salariés et dans une stratégie de développement. Donc, pas de problème, on décide avec le comptable et l'accord de la banque de créer la SAS. On travaille avec le comptable sur un business plan et un prévisionnel qu'on va donner à la banque. Évidemment, ce montage juridique, il n'est pas gratuit, il faut payer le comptable. Ça nous coûte de l'argent, mais ça nous permet de prévoir l'avenir et c'est important de le faire. Donc, entre le prévisionnel et la création de l'entreprise, il y en a pour environ 2000 euros. Mais encore une fois, ça nous permet de garder la cohérence fiscale et économique. Et c'est pas anodin et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. De son côté, la banque, elle nous dit, il n'y a aucun problème, on vous suit. Le projet global, il représente 116 000 euros. On met plus de 30 000 euros d'apport, soit près de 26% du budget total. Et la banque, elle finance le reste. C'est un truc classique. Donc, selon notre banquière, il n'y a vraiment aucun problème, aussi bien pour le montage que pour le financement. Donc nous, on y va, on signe les 2 compromis de vente et les délais commencent à courir. Encore une fois, c'est un schéma tout à fait classique. Donc on fournit tous les éléments à la banque et pendant ce temps-là, lui, le comptable, il s'occupe des formalités de la création de l'entreprise, de la SAS. 2 mois passent, on reçoit les offres de prêt, 3 jours en retard par rapport au délai normal pour signer chez le notaire. On a eu peur, on n'a pas compris, mais bon, on a les offres de la banque et à ce moment-là, c'est gagné, c'est validé, on se dit c'est parfait, ça continue. Et le lendemain, c'est la panique. On a un appel de la banque et même de la directrice de la banque, toute penaude, avec une voix mielleuse. Elle nous explique que la décision est remontée au siège et qu'ils ne peuvent pas nous prêter l'argent à cause d'un problème de réputation de la banque vis-à-vis de notre projet de Love Room. Alors pas pour des raisons financières, mais bien parce que le projet ne correspond pas à l'image que la banque veut associer à son nom. Visiblement, le mot Love Room, il dérange. Alors évidemment, le problème, il devient un peu plus sérieux qu'un simple refus, parce que nous, de notre côté, on a imaginé et structuré tout le projet en entreprise. Comme je vous le disais, on a dépensé 2000 euros pour le budget prévisionnel, pour les frais de création d'entreprise. On l'a fait pour acheter via cette entreprise. Alors la banque, elle nous dit qu'elle peut pas nous prêter à l'entreprise, mais qu'elle peut nous prêter à nous personnellement. Mais si on emprunte en perso, ça sert à rien d'avoir créé la société. Les intérêts, ils passent plus en charge. On casse totalement la logique fiscale. On mélange le patrimoine perso et l'activité commerciale. On perd notre levier d'optimisation de trésorerie. Enfin bref, tout ce travail de structuration, il devient totalement inutile. Donc c'est pas juste un non, c'est un refus qui remet en cause tout le montage qu'on a imaginé, tout le travail qu'on a fait. Alors évidemment, ça m'a rendu fou. Une Love Room, c'est pas un bordel, un hôtel de passe ou une maison close. C'est une location courte durée, premium, pensée pour les couples, avec une expérience. C'est un nouveau marché, une nouvelle proposition de location courte durée. Et tout le monde en parle, les médias, il y a des grands gîtes classiques pour les familles, mais rien pour les couples sans enfants qui veulent juste décompresser du travail avec le même niveau de gamme qu'un grand gîte premium. Mais dans l'imaginaire collectif, visiblement, le mot Love Room, il peut être mal interprété. Alors, je suis encore une fois sidéré par la fermeture et la rigidité d'esprit des grandes entreprises, des grandes banques. Alors sur le moment,
Ça nous a tués. Alex et moi, on était sidérés parce qu'on avait engagé des frais, créé une société, monté le prévisionnel, on avait signé les promesses et tout ça avec l'accord de la banque. Elle nous avait dit oui, allez-y quoi. Et on découvre que la banque, en fonction de son bon vouloir, du secteur d'activité, décide de ne pas financer certains projets. Des projets qui sont soumis à aucune restriction législative. La banquière, elle connaissait par cœur le projet et elle nous a laissé aller jusqu'au bout du projet. Alors évidemment, et à sa décharge, je pense que la banquière, elle s'attendait pas du tout à ce retournement de situation et elle était confuse, elle s'est excusée platement. Mais bon, le mal, il est fait et pour moi, l'incompétence, elle est là. Et le projet, il n'est pas mort pour autant et on a pu sauver l'achat des 2 maisons. Ce qui a sauvé le projet, c'est le timing. En parallèle de l'achat, on venait de vendre un appartement à Orléans. Sans cette vente, on ne pouvait pas acheter les maisons et le projet, il était mort. Alors, ce que ça veut dire, c'est que nous avons eu la chance d'avoir cet argent, mais tout le monde n'a pas cette chance. C'est déjà assez compliqué d'acheter, de trouver les artisans, de faire les devis, de faire le montage financier, de tout l'administratif. Pour pas se faire emmerder par des conneries pareilles, c'est clairement une connerie ça. Donc on vit pas dans le monde des bisounours et c'est ça la vie des entreprises. Grâce à cette vente, on a pu acheter les 2 maisons sans financement bancaire. Mais c'était pas du tout le plan. C'est pas ce qu'on avait prévu. On travaillait en confiance avec la banque. On voulait utiliser le levier bancaire et optimiser notre trésorerie. Vous savez, ce fameux petit principe qui nous permet de conserver de la trésorerie, de multiplier les investissements, d'accélérer la création de patrimoine et d'optimiser la fiscalité. Mais bon, bref, il faut savoir s'adapter et nous, on avait cette chance qu'il y avait l'appart d'Orléans qui était en train de se vendre. Alors aujourd'hui, on en est où? 2 mois après cette petite mésaventure, on est propriétaire de ces 2 maisons. Donc, comme je disais en début de la vidéo, le géomètre doit passer d'ici 2 semaines pour faire la division et nous permettre de mettre en vente la première maison qu'on ne veut pas garder. On doit s'occuper du changement de destination d'une partie de la maison qu'on veut garder pour la transformer en love room d'ici 1 an. Ça, c'est la 2e love room qu'on va faire. Et en ce moment, on est en plein rendez-vous avec les artisans pour préparer les travaux de transformation de la première love room. Donc le projet, il avance. Et ironie de l'histoire, on revoit la banque cette semaine pour un prêt, cette fois pour un prêt de travaux pour la première love room. Alors évidemment, on reste sur nos gardes maintenant. On va voir comment cette banque se positionne et on est prêt à rebondir pour remettre cette banque en concurrence s'il continue à nous énerver comme ça. Même après cet épisode délicat avec la banque, on préfère continuer à travailler avec elle pour les travaux et pour tous nos autres projets. Ça reste une bonne banque, je dirais même que c'est une des meilleures banques par rapport au reste du marché. Elle nous connaît bien, elle connaît notre patrimoine, elle est réactive, elle est professionnelle, elle est à côté de chez nous. Et ça me tue de dire ça, mais oui, il faut quand même rester professionnel, il faut savoir prendre du recul. Donc si vous aussi, vous voulez faire des love rooms, mais j'ai envie de dire, même pour tout autre projet d'entreprise, partez jamais du principe qui sera compris par votre banque. Pour aller un peu plus loin, d'ailleurs je pourrais même faire une vidéo à ce sujet, il y a de fortes chances que votre banque ne comprenne pas ou ne cherche pas à comprendre votre projet. Pour le grand gîte dans lequel je suis, là, il y en avait pour 400 000 € de budget. Donc là, c'était pas du tout la même histoire. Et la banque, enfin c'était une autre banque, a failli nous planter en plein milieu avec la moitié des travaux réalisés pour une histoire d'un document qui manquait dans le dossier. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse cette vidéo. Donc multipliez les interlocuteurs, structurez intelligemment et gardez une marge de manœuvre. Ne faites pas l'erreur de croire que c'est gagné, même quand on vous dit oui. Parce que le système, les banques, elles sont conçues pour sécuriser leurs dossiers et nous, les entrepreneurs, on est là pour avancer. Et c'est 2 logiques qui sont complètement différentes et qui vont pas du tout à la même vitesse. Donc oui, sur le moment, ça nous a mis un coup. Oui, ça nous a énervé. Oui, on a perdu du temps et de l'argent. Mais au fond, c'est exactement ça, entreprendre. On monte un projet, on structure, on croit que tout est verrouillé. Et en moins de 24 heures, tout peut basculer. Pas parce qu'on a mal travaillé, pas parce que notre projet il est foireux, juste parce que le réel est jamais comme notre business plan, comme on l'avait imaginé. Entreprendre, c'est pas éviter l'imprévu, c'est apprendre à vivre avec, c'est garder une marge, c'est rester lucide, c'est s'adapter. Aujourd'hui, les maisons, elles sont à nous et le projet avance. Cette histoire, elle fait clairement partie du chemin. Alors, si vous aussi, vous avez des galères dans vos projets d'immobilier ou d'entreprise, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir si ça n'arrive qu'à nous, mais je pense pas. Pour finir, sur cette chaîne, je documente tous nos projets en transparence, avec des réussites et des échecs. Donc si ces projets de Love Room vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao les amis.